La mort peut survenir de bien des manières étranges. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 des décès les plus insolites de tous les temps. Ces histoires vraies illustrent à quel point la vie peut être imprévisible et surprenante, avec des destins tragiques survenus de façon que personne n'aurait pu imaginer. C'était la nuit du 18 septembre 2015 à Katni, une petite ville du Madhya Pradesh, en Inde. Lattori Barman, un ouvrier agricole de 45 ans, avait assisté à une foire villageoise. Après l'événement, sa femme partit rendre visite à ses parents, tandis que Lattori décida de rentrer seul chez lui. Il avait bu, et la route qu'il emprunta était en mauvais état. Le chemin comportait un énorme nid de poules non signalé, aucun avertissement, barrière ou lumière pour indiquer le danger. Il faisait nuit noire, et Lattori, inconscient du danger, trébucha dans le trou profond, perdit l'équilibre et tomba. Dans son état d'ébriété, il perdit connaissance. Cette même nuit, une équipe de travailleurs routiers arriva pour réparer la section endommagée. Sans le savoir, ils commencèrent à travailler sans remarquer Lattori gisant au fond du trou. Ils versèrent du goudron brûlant sur lui et achevèrent le travail, l'ensevelissant sous la route fraîchement pavée. Le lendemain matin, les villageois de Slimanabad firent une découverte macabre. Alors qu'un habitant marchait sur la route récemment refaite, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un bras dépassait de l'asphalte. En y regardant de plus près, la terrible vérité apparut, le corps de Lattori était enterré sous la route. Les autorités furent appelées et une enquête fut ouverte. Lattori était tragiquement décédé par asphyxie sous les couches de goudron brûlant. Les ouvriers, inconscients de sa présence, l'avaient involontairement scellé sous le nouvel asphalte. La tragédie provoqua l'indignation de la communauté locale. Les villageois protestèrent, bloquèrent les routes et exigèrent des comptes. Les ouvriers impliqués, y compris le chauffeur du camion transportant l'asphalte et la personne ayant rempli le nid de poules, furent arrêtés et inculpés pour négligence, ayant entraîné la perte d'une vie. Cet incident a mis en lumière un problème bien plus vaste en Inde, l'état dangereux de ces routes, un entretien déficient, un manque de mesures de sécurité et des infrastructures hasardeuses contribuent à des milliers d'accidents chaque année. Dans les zones rurales et même les grandes villes, les nids de poules deviennent souvent des pièges mortels, surtout pendant la mousson. Selon les statistiques, environ 7700 personnes perdent la vie chaque année en Inde à cause des dangers liés aux routes. Le terme cratère tueur a été utilisé pour décrire ces nids de poules mortelles. Dans certaines régions, les habitants nomment ces dangers d'après des responsables publics pour attirer l'attention sur le problème, suscitant des appels publics pour de meilleures mesures de sécurité routière et un contrôle plus strict des projets de construction. En réponse, les autorités locales ont offert à la famille de Lattori une compensation de 50 000 roupies, soit environ 760 $. Bien que ce paiement visait à soulager une partie du fardeau financier pesant sur sa veuve et ses enfants, beaucoup ont estimé que c'était une mesure insuffisante compte tenu de la gravité de l'incident. La tragédie a également soulevé des questions cruciales. Comment les ouvriers ont-ils pu ne pas remarquer Lattori dans le nid de poule? Pourquoi n'y avait-il aucune mesure de sécurité comme des barrières ou des panneaux d'avertissement pour prévenir de tels accidents? Et pourquoi a-t-il fallu qu'un villageois remarque son bras le lendemain pour que la vérité éclate? La mort de Lattori, bien que choquante, n'était pas un incident isolé. Ces tragédies passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles aient des conséquences dévastatrices. L'histoire de Lattori est un exemple des dangers posés par la négligence et le manque de surveillance. Les routes nécessitent une construction adéquate, un entretien régulier et des mesures de sécurité comme une signalisation visible et des barrières de protection. Cependant, des défis tels que la corruption et un manque de responsabilité dans le système des travaux publics en Inde entravent tout progrès significatif. La disparition prématurée de Lattori Barman est un avertissement sur le coût de la négligence en matière de sécurité routière. La véritable tragédie réside dans le fait que sa mort aurait pu être évitée si des précautions de base avaient été prises. Son histoire souligne le besoin urgent de réformes dans la gestion de la sécurité routière et des infrastructures en Inde. C'était le 26 juillet 2010 en Californie lorsque Maria de Jesus Arroyo, âgée de 80 ans, eut un incident cardiaque à son domicile. Les secours l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital White Memorial de Los Angeles, où les médecins tentèrent de la réanimer mais finirent par la déclarer morte. Suivant la procédure standard, le personnel hospitalier plaça son corps dans le congélateur de la morgue, ignorant que cette décision mènerait à une tragédie effroyable. Maria était une mère de 8 enfants, grand-mère et épouse aimée depuis 63 ans. Sa famille, qui venait de célébrer son 80e anniversaire, croyait qu'elle était décédée paisiblement. Ils commencèrent les préparatifs des funérailles sans suspicion.
Cependant, lorsque les thanatopracteurs reçurent son corps quelques jours plus tard, ils firent une découverte choquante. Le corps de Maria était retrouvé face contre le sac, son visage meurtri, coupé et défiguré, avec le nez cassé. Dévastée, la famille supposa d'abord une mauvaise manipulation par le personnel hospitalier. Ils intentèrent un procès, accusant l'hôpital de négligence. Mais, alors que des experts examinèrent l'affaire, une explication bien plus troublante émergea. Un pathologiste, le docteur William Louis Magnon, examina les blessures de Maria et conclut qu'elle était probablement encore en vie lorsqu'elle avait été placée dans le congélateur. Désorientée et piégée dans l'obscurité, Maria aurait lutté pour se libérer, causant les blessures sur son visage. Tragiquement, les conditions de congélation avaient finalement entraîné sa mort. Les conclusions du docteur Magnon décrivaient un scénario inimaginable. Il conclut que Maria avait été placée incorrectement dans le congélateur, face vers le haut plutôt que vers le bas. Cette position, combinée à ses tentatives d'échapper, avait entraîné des blessures graves. La défiguration, y compris les ecchymoses et les coupures, indiquait une lutte désespérée, et non des dommages post-mortem. L'hôpital nia ces allégations, insistant sur le fait qu'ils avaient suivi les procédures correctes et contestant les conclusions du pathologiste. Ils affirmèrent qu'il n'y avait aucune preuve que Maria était encore en vie lorsqu'elle avait été envoyée à la morgue. La famille, accusant désormais l'hôpital de faute médicale, intenta un nouveau procès en décembre 2011. Leur avocat, Scott Schutzman, qualifia l'affaire comme l'un des exemples les plus extrêmes de négligence. Schutzman déclara que c'était le cauchemar de toute famille. Le processus judiciaire fut semé d'embûches. Initialement, l'affaire fut rejetée en raison du délai de prescription, la famille ayant attendu plus d'1 an pour porter plainte. Cependant, la cour d'appel du 2e district annula cette décision, déclarant que la famille n'aurait pas pu connaître la vérité avant de recevoir le rapport du pathologiste. Le procès fut autorisé à se poursuivre, offrant à la famille une chance d'obtenir justice. Les documents judiciaires mirent en lumière des incohérences troublantes dans les actions de l'hôpital. Des rapports suggérèrent que les signes vitaux de Maria n'avaient peut-être pas été vérifiés minutieusement avant qu'elle ne soit déclarée morte. Les enregistrements de l'électrocardiogramme montrèrent des signes potentiels de vie, soulevant des questions sur une décision précipitée de l'hôpital. Ils eurent du mal à concilier les détails horribles de ces derniers instants avec les souvenirs d'amour qu'ils avaient d'elle. Cette affaire a attiré l'attention sur de graves lacunes dans les protocoles médicaux. Elle a souligné le besoin crucial d'une confirmation minutieuse du décès pour éviter des tragédies évitables. La famille Arroyo restait déterminée à tenir l'hôpital pour responsable, malgré les dénégations continues et la défense de ses actions par l'établissement. Cette tragédie a laissé des questions en suspens. Et si les signes vitaux de Maria avaient été revérifiés, sa vie aurait-elle pu être sauvée? Et comment une erreur aussi inimaginable a-t-elle pu se produire? Pour sa famille, la quête de réponse et de justice était leur seul réconfort, bien qu'aucun verdict judiciaire ne puisse effacer la douleur de ce que Maria a enduré dans ces dernières heures. Nous sommes en 2015, un dimanche ordinaire à Jingzhou, une ville animée de la province du Hubei, en Chine. Les familles faisaient leurs courses et le grand magasin Anliang était bondé de monde en ce week-end. Pour Xiang Liujuan, une femme de 30 ans et son fils de 2 ans, cette sortie semblait banale jusqu'à ce qu'elle vire au drame inimaginable qui bouleversa tout un pays. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'un escalator, une catastrophe survint. La plaque métallique sous leurs pieds céda soudainement, révélant le mécanisme en dessous. Dans un geste désespéré, Xiang propulsa son fils en avant, lui sauvant ainsi la vie avant de sombrer dans le vide. Malgré des tentatives pour la sauver, elle ne put s'échapper. Les images de vidéosurveillance captèrent ces instants bouleversants. On y voit Xiang tenant son fils, luttant pour l'éloigner du danger alors que le sol s'effondre sous ses pieds. Dans les dernières secondes, elle disparaît dans les entrailles de la machine tandis qu'un employé tente en vain de lui attraper la main. Son mari, Zhang Wei, se trouvait à un autre étage du magasin au moment du drame et assista impuissant à la scène. Ce qui rendit cette tragédie encore plus insupportable, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Quelques minutes avant l'effondrement, des employés du centre commercial avaient remarqué que la plaque était mal fixée. Pourtant, aucune mesure n'avait été prise pour arrêter l'escalator ou prévenir les clients. Aucun panneau d'avertissement, aucune barrière de sécurité, rien. Le responsable de l'administration locale de la sécurité révéla plus tard que des travaux d'entretien avaient été effectués sur l'escalator plus tôt dans la journée. Cependant, les ouvriers n'avaient pas correctement fixé la plaque, causant ainsi l'accident mortel. Des témoins affirmèrent que des employés avaient tenté de prévenir Xiang avant qu'elle ne monte sur l'escalator, mais il était trop tard. L'appareil fonctionnait toujours et, en quelques secondes, la catastrophe se produisit. Il fallut 4 heures au secours pour extraire son corps des engrenages.
Lorsqu'ils y parvinrent, elle n'était plus en vie. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement sur les réseaux sociaux chinois, suscitant une immense émotion. Beaucoup saluèrent le courage de Xiang qui avait sauvé son fils, tandis que d'autres exprimèrent leur indignation face à la négligence ayant conduit à ce drame. L'enquête révéla que les employés n'avaient reçu aucune formation pour gérer ce type d'urgence. Des experts pointèrent également du doigt la conception de l'escalator. Charles Wong Kai-on, spécialiste en sécurité, expliqua que fixer des panneaux uniquement avec des vis était dangereux et risquait de céder sous pression. Il souligna que la plaque aurait dû être conçue pour rester stable en toutes circonstances. Cependant, le véritable problème restait le manque de responsabilité et de réactivité du centre commercial. L'enquête était en cours, mais l'indignation ne faiblissait pas. Pour beaucoup, cet accident illustrait des problèmes de sécurité généralisés dans les lieux publics. Ce drame n'était malheureusement pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs accidents similaires impliquant des escalators avaient déjà eu lieu en Chine, mettant en évidence de graves défaillances dans la maintenance et l'application des normes de sécurité. En 2012, un jeune garçon avait perdu la vie dans un accident similaire dans un grand magasin de Pékin. Quelques mois auparavant, une panne d'escalator dans le métro de la capitale avait également été fatale. À la suite du décès de Xiang, les autorités locales suspendirent l'utilisation des escalators fabriqués par la société Shenlong Elevator Ltd, responsable de l'appareil défectueux. Des inspecteurs furent dépêchés pour vérifier tous les escalators et ascenseurs de la région afin d'éviter d'autres drames. Mais pour la famille de Xiang, ces mesures arrivaient trop tard. Il pleurait une épouse, une mère et une fille partis trop tôt. La famille de Xiang préféra attendre la fin de l'enquête avant d'évoquer toute compensation. Leur priorité était d'obtenir justice pour les erreurs qui avaient coûté la vie à la jeune femme. Cette tragédie est un rappel cruel de l'importance de la sécurité dans les lieux publics. Elle pose des questions troublantes. Et si le personnel avait agi plus tôt? Xiang aurait-elle pu être sauvée si l'escalator avait été stoppé ou si les clients avaient été avertis à temps? Et combien d'autres accidents restent à venir à cause de la négligence et d'infrastructures défectueuses? L'histoire de Xiang Liujuan est un témoignage bouleversant de courage face à une fatalité qui aurait pu être évitée. Elle souligne l'urgence de renforcer les mesures de sécurité et d'instaurer une véritable responsabilité pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Nous sommes le 3 septembre 2010 dans le comté rural de Devon, en Angleterre. Mike Edwards, ancien violoncelliste du légendaire groupe de rock des années 70 Electric Light Orchestra, ELO, roulait sur la route A381 près de Totnes. Figure appréciée du monde musical, il se rendait à un concert lorsque l'impensable se produisit. Un énorme ballot de foin, pesant près de 600 kg, dévala une colline, s'écrasa contre son van et causa son décès sur le coup. Cet accident rare et tragique bouleversa la communauté musicale et laissa beaucoup de questions sur la façon dont un événement aussi improbable avait pu survenir. Mike Edwards était né le 31 mai 1948 à Londres. La musique faisait partie intégrante de sa vie, inspirée par son père qui jouait du violoncelle en amateur. Son talent le mena à la prestigieuse Royal Academy of Music, où il affina son jeu et développa une grande polyvalence musicale, explorant le classique et plus tard le rock. En 1972, il rejoignit l'Electric Light Orchestra, ELO, groupe connu pour mêler des sonorités classiques au rock. Son violoncelle devint un élément clé du son novateur du groupe, mais c'est aussi par ses performances excentriques qu'il se fit remarquer. Il jouait parfois avec des fruits à la place de son archet ou ajoutait des effets pyrotechniques à ses prestations. Ces mises en scène originales contribuèrent à l'identité du groupe dans ses premières années. Malgré son succès, Mike quitta ELO en 1975, préférant une vie plus calme. Il se consacra à l'enseignement. Plus tard, il adopta le nom de Swami Deva Pramada, reflet de sa quête spirituelle en tant que disciple du maître indien Osho. S'il s'était éloigné des projecteurs, son influence sur la musique restait indéniable. Le jour de l'accident, Mike conduisait tranquillement sur une route de campagne, loin d'imaginer le danger imminent. Non loin de là, un ballot de foin avait été laissé au sommet d'une pente raide. La veille, Russell Williams, un entrepreneur travaillant pour le fermier Brian Burden, l'avait déplacé, mais faute d'équipement adéquat, il avait dû interrompre son travail. Pensant que le ballot était stable, il l'avait laissé en place. Tragiquement, ce n'était pas le cas. Alors que Mike passait sur la route, le ballot se détacha et roula en contrebas. Il brisa une clôture en fil de fer et une haie avant de percuter violemment son van. Le choc fut dévastateur et ne lui laissa aucune chance. Ce jour-là, il faisait beau et le ciel était dégagé, rendant l'événement d'autant plus incompréhensible. L'annonce de son décès bouleversa ses proches, ses amis et ses fans.
Une enquête fut rapidement ouverte pour déterminer les circonstances du drame et la responsabilité des personnes impliquées. Brian Burden et Russell Williams furent poursuivis pour manquement aux règles de sécurité, les procureurs affirmant que l'accident aurait pu être évité. Le jury les déclara non coupables, concluant qu'il s'agissait d'un accident tragique mais imprévisible. Sa disparition laissa un vide immense. Jeff Lynne, cofondateur d'Elo, se souvint de lui comme d'un musicien talentueux et d'un homme généreux, rappelant ses performances mémorables. Ses fans et collègues célébrèrent de son héritage musical, témoignant de son originalité et de son influence. Après sa mort, sa famille et sa communauté continuèrent d'honorer son souvenir. Ses élèves, ses amis et ses compagnons de scène parlèrent de l'impact qu'il avait eu sur leur vie. La disparition de Mike Edwards rappelle à quel point la vie est imprévisible. De ses débuts révolutionnaires avec Elo à son engagement dans l'enseignement et la musique, il laisse derrière lui une empreinte qui traversera les générations. C'était le 20 octobre 2007, à New Delhi en Inde. Surinder Singh Bajwa, le maire adjoint de Delhi âgé de 52 ans, passait une soirée tranquille chez lui. En tant que membre influent du Bharatiya Janata Party, BJP, il était déjà une figure bien connue de la scène politique locale. Mais cette nuit-là, un événement inattendu allait tout bouleverser. À l'extérieur de son domicile, un groupe de macaques Rhesus, une espèce de singe connu pour son agressivité et son comportement territorial, pénétra dans la propriété. Ces singes représentaient un problème croissant à New Delhi où le développement urbain avait perturbé leur habitat naturel. Il n'était pas rare qu'ils s'introduisent dans des maisons, volent de la nourriture ou même affrontent les habitants, mais personne ne s'attendait à un incident aussi grave. D'après les rapports, Bajwa aperçut les singes et tenta de les chasser. Dans son effort pour protéger son domicile, il se retrouva sur son balcon. Ce qui s'est passé ensuite reste flou, mais il semblerait que l'attitude agressive des singes les surprit, lui faisant perdre l'équilibre et chuter du premier étage. Bien que le problème des singes soit bien connu, personne n'aurait imaginé qu'il puisse mener à une telle tragédie. Les secours furent immédiatement appelés et Bajwa fut transporté en urgence à l'hôpital Indraprastha Apollo. Malgré les efforts des médecins, il succomba le lendemain, le 21 octobre 2007. La mort de Bajwa bouleversa la ville. Il était un fonctionnaire dévoué, un mari et un père. Sa famille fut anéantie par cette perte soudaine, et la communauté fut en deuil face à cette tragédie. Son décès attira également l'attention nationale sur le problème persistant des singes à Delhi, une question négligée depuis des années malgré de nombreuses plaintes. Ils envahissaient fréquemment les maisons, dégradèrent les biens et attaquèrent parfois les habitants. Les enfants et les piétons étaient particulièrement vulnérables à leur agressivité. L'urbanisation rapide de la ville avait chassé ces singes de leur habitat naturel, les forçant à s'adapter aux environnements urbains où nourriture et abris étaient abondants. Les autorités locales avaient tenté plusieurs méthodes pour contrôler la population de singes, mais aucune ne s'était révélée efficace. L'une des approches consistait à utiliser des langurs, une espèce de singe plus grande, pour effrayer les macaques Rhesus. Toutefois, cette solution posait problème. Les langurs étaient difficiles à gérer et leur utilisation était illégale. Certains dresseurs perdirent leur emploi et le problème persista. Dans certains cas, même des bâtiments gouvernementaux furent envahis par les singes, avec des rapports signalant des documents sensibles éparpillés par ces intrus. La famille de Bajwa et ses voisins avaient déjà été confrontés à des invasions de singes, mais ils n'auraient jamais imaginé que la situation tournerait au drame. Son décès mit en lumière l'incapacité des autorités à gérer ce problème, malgré des ordonnances judiciaires exigeant des mesures concrètes. La situation était devenue si critique qu'une plainte avait été déposée contre le gouvernement pour son inaction. La réaction du public à la mort de Bajwa oscille entre chagrin et colère. Tandis que certains présentèrent leurs condoléances à la famille. D'autres critiquaient vivement le gouvernement pour avoir ignoré une menace grandissante pour la sécurité des habitants. Des leaders politiques se rendirent au domicile de Bajwa pour lui rendre hommage, mais la frustration des résidents était évidente. Les singes sont considérés comme sacrés par de nombreux habitants et sont associés au dieu hindou Hanuman. Les nourrir est une pratique courante, ce qui encourage encore davantage leur présence en milieu urbain. Toute tentative visant à les éloigner ou à les relocaliser suscitait donc une vive résistance de la part des communautés locales. Après la mort de Bajwa, la municipalité de Delhi, MCD, annonça des mesures plus strictes et le recrutement de nouveaux chasseurs de singes. Cependant, pour beaucoup, ces actions arrivèrent trop tard. Ce drame fut un rappel brutal des dangers que représente la faune sauvage dans les zones urbaines et de la nécessité d'une solution durable.
Au fil des ans, ces animaux avaient blessé des habitants, causé des dégâts matériels et perturbé la vie quotidienne de la ville. Dans un cas notable, même le ministère de la Défense avait dû faire face à des singes saccageant des documents importants. Le décès de Bajois souligna l'urgence d'une meilleure gestion de la faune dans une ville en pleine expansion. Alors que les efforts pour régler la situation continuaient, sa disparition restait un rappel tragique de ce qui arrive lorsque le développement urbain et la nature entrent en collision sans une planification adéquate.